Et ben, sans plus tarder, je vous propose de démarrer notre première table ronde consacrée donc au S de ESG. J'invite nos intervenants à me rejoindre, donc Julien, David, Émilie, Jérôme et Radia. Je vous invite à me rejoindre en tribune. Il n'y a pas de plan de table. Vous pouvez prendre un micro chacun. Allô. Merci à tous de me rejoindre. Alors, l'objectif de cette table ronde, donc, comme je vous le disais, c'est de faire la lumière sur le S des enjeux ESG et l'importance des critères sociaux dans les pratiques de gouvernance d'entreprise. On voit que ces critères sont de plus en plus importants pour les investisseurs, les consommateurs et les autres parties prenantes qui cherchent à comprendre l'impact social des entreprises dans lesquelles ils investissent ou avec lesquelles ils interagissent. Donc, je vous propose peut-être pour commencer de faire un rapide tour de table pour que chacun puisse se présenter et nous expliquer très rapidement le contexte dans lequel évolue son entreprise aujourd'hui. On peut peut-être faire comme ça, dans ce sens-là. Ce sera... Bonjour à tous, est-ce que ça fonctionne? C'est bon. Donc moi, je suis Radia Benalla, mais je suis l'associée en charge de l'offre ESG chez Oderis. Et puis, j'ai aussi travaillé en entreprise sur ces sujets-là ces dernières années. Alors, Oderis, on est à peu près 200 collaborateurs aujourd'hui. On accompagne nos clients à la fois fonds d'investissement et corporate sur différents sujets, à la fois sur leurs enjeux financiers, on va dire, avec un métier de transaction, de la transformation, je laisserai Jérôme en dire quelques mots, du restructuring, de l'évaluation, et donc sur leur sujet ESG. Voilà. Bonjour à tous, moi je suis Jérôme Piediscalzi, donc également du cabinet Oderis, associé en charge du département transformation. Depuis 2017, donc nous on accompagne des sociétés dans leurs projets de transformation au sens assez large, sur des projets informatiques, sur des projets de réorganisation. Et le constat qu'on fait souvent, c'est que ces projets-là, ils sont très jolis sur le papier, mais dans leur mise en œuvre, ils échouent très souvent. Et ils échouent en général à cause de problématiques sur l'accompagnement des humains qui les portent. Et donc, je suis ici un peu avec la casquette de... On parlait tout à l'heure des différents capitaux naturels, etc. Plutôt avec la casquette de capital humain. Parce qu'aujourd'hui, on voit que sans accompagner ce côté du faire société, ce côté d'apporter du sens au travail, etc., non seulement on fait foirer un certain nombre de projets, mais en plus, on détériore la performance au sens de bien-être au travail, de productivité qui sont induites. Parce qu'aujourd'hui, on travaille mieux quand on a l'impression que notre travail a du sens. Merci. Alors pour ma part, je fabrique du textile. Vous savez ce que Fabrice a dit qu'en fait, on n'avait plus besoin pour les 140 prochaines années. Je suis Julien Tuffery, je dirige l'entreprise qui s'appelle Atelier Tuffery, qui a été fondée par mon arrière-grand-père. Nous sommes la plus ancienne manufacture française de fabrication de jeans, donc de jeans au sens vestimentaire. Je dirige une entreprise qui fabrique au fin fond des Cévennes. Alors certes, endroit le plus magnifique du monde, évidemment, mais le produit est sans doute le plus mondialisé, le jean, qui s'échange à plusieurs dizaines de milliards chaque année à l'échelle de la planète. Et le produit dont, pour fabriquer un jean, 80% du coût de revient, c'est de la main-d'œuvre. C'est des gens derrière une machine. Et évidemment, on fait tout ça en France. Donc c'est pour ça que sur l'impact, que ce soit le E et le S, pour repenser l'industrie de la mode, je crois qu'on a une introduction décapante, pour reprendre les mots de Juliette. Et on est en plein dans ça, donc vaste sujet, c'est passionnant. On est ravis d'être là et merci pour l'invitation. Merci. Je suis Émilie Bonamy, donc je représente les administrateurs indépendants d'APIA dans cette table ronde. Je suis mariée, je suis mère d'une fille et de 2 belles-filles. Et je dirige ELB Conseil, qui est une entreprise de conseil et d'accompagnement des entreprises dans leur pérennité et impact positif à travers 3 aspects, la co-construction de leur gouvernance, la facilitation de la transmission et le développement du leadership. Parallèlement à ça, donc moi j'ai une formation, on va dire, à la fois littéraire, Sciences Po, ESSEC, et puis formation de coach et formation à l'IFA en tant qu'administrateur certifié. Et c'est à ce titre donc on est venu me chercher pour 2 mandats. Le premier, c'est dans un groupe
familiale qui est dans le domaine de la logistique des navires. Et le deuxième, donc, dans une PME dans le domaine de la monétique. Et à côté de ça, j'ai créé une association pour que les personnes en situation de grande exclusion puissent retrouver du lien et retrouver une dynamique de vie. Et puis aussi, je suis conseillère municipale. Donc, arrivée à la PIA, j'ai tout de suite rejoint le groupe RSE pour constituer un corpus de connaissances avec plein d'autres administrateurs. Et ce corpus est vraiment à la disposition de tous les administrateurs aujourd'hui. Merci. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, je suis David Sutra, je suis le cofondateur d'une petite enseigne de distribution alimentaire qui s'appelle Day by Day. Une 50aine de magasins en France qui se sont spécialisés sur la vente de produits en vrac, puisque nous, notre mission, c'est de réduire le gaspillage alimentaire et les déchets d'emballage. Vaste sujet, on y reviendra peut-être, mais juste pour avoir, puisqu'on parlait beaucoup d'images et de chiffres tout à l'heure, le gaspillage alimentaire, c'est 1/3 de la production mondiale. 1/3. Vous regardez un champ, là, il y a la moitié, 1/3 qui part directement à la poubelle. Et les déchets d'emballage, c'est l'équivalent d'un Himalaya chaque année. Voilà, donc par notre consommation du quotidien, voilà ce qu'on génère. Et nous, on essaye modestement, en petits colibris que nous sommes, de faire notre part à travers cette enseigne de distribution en proposant des produits du quotidien, de l'épicerie, de la droguerie, de l'hygiène, en quantité à la demande et sans emballage superflu. On a lancé ça il y a 11 ans. Tout le monde nous a dit « super, mais pourquoi ?» On a réussi à convaincre quelques clients jusqu'au Covid. Et là, naïvement, on a pensé que le Covid, effectivement, allait changer les choses puisque tout le monde adorait son boucher, etc., etc. Faire du pain et des gâteaux à la maison. Et puis après le Covid, on est revenu dans un monde encore pire où on consomme encore plus de choses industrielles qui viennent de très loin. Alors, je vais pas donner de leçons, ce n'est pas le sujet. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas simple quand même de convertir et de changer les habitudes des gens. Et puis quand on se reprend par-dessus une crise sécuritaire, puis une crise financière, où le pouvoir d'achat est le sujet numéro 1 dans les médias, on finit par se dire que dépenser de l'argent pour une farine française qui coûte 10% plus cher qu'une farine qui vient de je ne sais où, finalement, non, donc je vais aller acheter un truc. Voilà. Donc c'est pas simple, mais on se bagarre tous les jours depuis 11 ans maintenant. Merci beaucoup. Mais du coup, pour faire le lien avec ce que vous venez d'expliquer, David, une petite question pour démarrer, surtout pour Julien et David, a priori. Quelles initiatives avez-vous développées au sein de vos structures pour renforcer le S de SG ? Je l'ai dit un petit peu dans l'introduction, 80% du coût de revient d'un jean, c'est de la main-d'œuvre. On est, aujourd'hui, s'il y en a qui sont en espionnage industriel pour demain ouvrir une manufacture de jeans, si vous voulez gagner beaucoup d'argent très vite, surtout ne faites absolument pas ce que je vais dire à partir de là. C'est-à-dire que le jean, c'est un des vêtements les plus complexes à fabriquer. Parce qu'on ne dirait pas, il y a une méconnaissance totale. Alors c'est à la fois frustrant et passionnant pour nous. Passionnant parce qu'on a un besoin de remettre de la connaissance. Enfin, est-ce que même vous, qui êtes quand même la frange plutôt cérébralement bien câblée du pays, est-ce que vous savez le temps qu'il faut pour fabriquer un vêtement, d'où ça vient et l'utilisation des ressources qu'il y a derrière ? En fait, il n'y en a pas. Je pense que cette phrase-là, il y a 70 ans, je n'aurais pas eu à la faire parce qu'il y avait une connaissance là-dessus. Donc, en gros, si vous voulez gagner beaucoup d'argent dans le textile, c'est le taylorisme à l'état pur. C'est-à-dire que c'est 80 étapes pour fabriquer un jean. Vous embauchez 80 personnes ou au pire 40. Vous les formez à 1 ou 2 étapes. Une machine, une étape, une tâche. La formation dure quelques jours, semaines. Vous empilez les tâches, un petit rail convoyeur entre les personnes pour surtout qu'elles se lèvent le moins possible. Et vous faites exactement ce qu'on fait aujourd'hui partout sur la planète pour baisser vraiment ce coût main-d'œuvre. Je ne vais pas vous refaire un cours sur la mondialisation, mais pourquoi le textile a quitté la France ? Parce que le poids de la main-d'œuvre est tel que, évidemment, a priori, il y a quelques décennies, la France n'était pas un pays qui était fait pour fabriquer des t-shirts et des pantalons. Bon, bref, on voit dans la difficulté dans laquelle ça nous a mis qu'il a fallu fabriquer des masques il y a quelques années. Tu vas en parler un petit peu, David. Donc, évidemment que derrière, si on veut demain prospérer, vous savez, moi, j'ai un rapport au temps. C'était super, l'introduction de Fabrice. Je trouve qu'il manquait juste, sans donner de leçon, un petit regard sur le temps, la notion du temps, le temps long. Moi, je suis la 4e génération de la famille. Il y en a eu 3 générations avant. Il y aura sans doute 10 générations après. Donc nous, on est vraiment dans cette optique d'être passeur du temps.
Et si on veut construire les vrais modèles d'avenir, il faudra qu'on se dise que la rentabilité à demain, elle n'est pas intéressante. Par contre, celle à 30 ans, elle est hyper pertinente. Donc, on a construit l'entreprise comme ça. Je suis désolé, je suis un peu long, mais je suis obligé de dire ça. C'est-à-dire qu'on s'est profondément mis dans nos valeurs d'accepter le fait que tout ce qu'on est en train de construire là sur le S, ça ne va pas payer à demain, ça va payer à 20 ans. Quel financier est capable de comprendre ça aujourd'hui? Voilà, je vous laisse ça, vous y réfléchirez dans la journée. Et du coup, concrètement, du coup, le temps de formation. Nous, on ne forme pas à une tâche, on forme à l'entièreté des gestes. On a 2 ans et demi de formation en interne. La polyvalence sur la chaîne de production. On rêve tous, on a ce fantasme sociétal français de se dire on va réindustrialiser du textile en France, sauf que le dire sur un plateau télé, sur Instagram, c'est facile, le faire dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué. Donc derrière, si on veut arriver à ça, il faut falloir qu'il y ait des gens qui soient assis derrière une machine à coudre 8 heures par jour. Est-ce qu'on assoit des gens derrière une machine à coudre en 2024 comme on le faisait dans les années 60? Non. Donc du coup, polyvalence. Toutes les 10 minutes, on a une espèce de rotation, ce qu'on appelle les équilibrages de poste, où en fait, il y a un changement naturel, où on ne reste pas assis plus de 10 minutes à faire la même tâche. On a mis en place des comptes des créditants. Quelle injustice! Moi, avant de prendre la boîte, donc j'étais ingénieur grand groupe, et j'ai toujours souffert du fait de se dire, mais quelle injustice en fait. Pourquoi les gens de la manufacture, les jeunes parents et les jeunes papas, les jeunes mamans, n'auraient pas de la flexibilité du temps comme on pourrait avoir dans le tertiaire en travaillant devant un ordinateur? Donc nous, on a mis des créditants en place. Vu qu'on sait tous tout faire sur la chaîne de prod, ben, du coup, si on est absent, c'est pas grave en fait. Donc flexibilité sur le temps. On peut ne pas venir le matin parce que pour des raisons peut-être de cacamou de notre enfant la nuit, ben, on va chez le docteur. Ben, c'est pas grave, on a cette liberté de le faire. On n'impose pas les congés. Quelle connerie aussi dans l'industrie d'imposer les congés. On fait partir tous les ouvriers de France au même moment, là où les vacances coûtent le plus cher, les locations sont le plus chères, il y a plus de monde sur les routes. Enfin, du coup, c'est assez passéiste ça. Donc du coup, flexibilité du temps, polyvalence, formation, sens. Tous nos ouvriers sont aussi impliqués dans la création des produits qu'ils fabriquent et ça change tout, ça. Et on a tout ce que la formidable Startup Nation a construit dans le confort des salariés, ben nous on l'a dans le Manufacturing Nation. Et ça se passe plutôt pas mal en acceptant le temps long et le fait de se dire qu'à la fin de la journée, mon atelier avec le S, le fameux S, je produis 3 fois moins de pantalons que le même atelier qui serait équipé de la même manière en étant moins respectueux du S. Donc il faut construire le modèle économique qui puisse se permettre d'assumer ça. Ok, très intéressant. Merci beaucoup Julien. David? Waouh! Ah mais c'est dur, c'est 2 minutes pour expliquer. Non mais si on a le temps, on y Pour reviendra. expliquer 4 générations. Ouais. Si on a le temps, on y reviendra. Bon, je ne sais pas si on va être aussi brillant dans ce qu'on a fait, mais en tout cas, nous, on a coutume de se dire RSE native. En fait, on est une entreprise qui ne s'est pas transformée pour répondre à une nécessité de réduire nos impacts. On s'est créé autour de la volonté de réduire les impacts. Donc ça change quand même beaucoup de choses. Et j'avais été invité un jour à faire ce genre d'exercice. On m'a dit, mais comment tu as fait pour transformer ta boîte? Je ne l'ai pas transformée, je l'ai créée pour ça. Donc c'est un peu différent. Donc évidemment, quand on se déclare RSE native, on intègre cette notion d'humain. Et on a essayé de pousser un peu le modèle. Moi, je suis un repenti. Hein, j'ai vendu des trucs un peu dégueux et tout ça. Donc voilà, je ne suis pas issu des filières d'entrepreneurs bio. Hein, donc je peux aussi faire mon mea culpa. Et donc j'ai travaillé sur des modèles de balance scorecard, des trucs comme ça. Et je me suis aperçu que dans notre entreprise, et encore une fois, sans forcément intellectualiser trop les choses, mais d'essayer de faire quelque chose de concret, on s'est inspiré, on va dire, d'un modèle qui est People, Planet, Profit. Hein, donc on revient à ce que disait aussi Fabrice tout à l'heure. Donc People d'abord, parce qu'on ne pourra rien faire si les gens à qui on s'adresse, les gens avec qui on travaille, que ce soit nos fournisseurs, que ce soit nos franchisés, mais le consommateur, etc., si on ne l'implique pas dans le projet. Donc donner du sens déjà. Et on passe énormément de temps à expliquer le sens de l'histoire. Et ce qui nous intéresse finalement le plus, vu notre grand âge avec mon associé, c'est plutôt d'être à l'origine d'un mouvement. Et on a coutume de dire, on n'a pas inventé le vrac, mais on a inventé le marché du vrac. C'est-à-dire qu'on l'a structuré et on a pour ça beaucoup pris la parole dans les médias, dans les conférences, etc., pour expliquer pourquoi on le faisait. Donc, on est sorti en fait du projet d'entreprise et en fait, forcément, on essaye d'y associer 100% de nos équipes. Donc, on passe beaucoup de temps à leur expliquer notre raison d'être. Et on peut le dire aujourd'hui, puisqu'on est devenu société à mission
Donc, on a une raison d'être qui est inscrite en dur dans nos statuts. On a un comité de mission qui surveille que ce que l'on fait est bien en phase avec la raison d'être. Mais c'est impliquer en permanence nos collaborateurs. Et ça passe par, effectivement, leur faire ressentir qu'ils sont contributeurs. Donc ça, il faut leur dire, il faut le reconnaître, il faut les associer. Quand on a l'impression qu'ils sont un peu décalés par rapport à ça, c'est leur rappeler la raison du projet, de les considérer dans leur mission pleinement. Donc il y a un travail de reconnaissance. Et ça, ce n'est pas de la technique, c'est de la présence du quotidien. C'est demander aussi à nos relais managériaux d'être dans la même dynamique, c'est-à-dire de reconnaître le travail des collaborateurs. Et ça a été jusque pour nous à mettre en place ce qu'on appelle le ratio d'équité. Je pense que vous êtes plus que familier avec ça, mais de le tordre un petit peu, parce que plutôt que de se dire qu'on va prendre le salaire médian, on est parti d'une comparaison entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse, ce qui est beaucoup plus intéressant, parce que le salaire médian, on se fait plaisir un peu avec ça, hein. Il suffit de prendre beaucoup de salaires un peu hauts, et puis tout d'un coup, on se retrouve avec un médian et on se dit on n'est pas si mal. Et nous, on l'a capé, c'est-à-dire qu'on s'est dit il ne faut pas qu'il y ait un multiple supérieur à 4 entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut. Et c'est assez intéressant parce que ça nous oblige, si on s'imagine, alors moi je ne suis pas salarié de la boîte, donc c'est un peu différent, mais on considère pour autant que notre rémunération est intégrée dans le calcul. Si on veut toucher à notre rémunération, il faut qu'on augmente les salaires les plus bas. Donc il faut expliquer à tout le monde pourquoi on augmente les salaires les plus bas et donc aussi les autres, etc. etc. Donc c'est un bon garde-fou pour le partage de la valeur. C'est-à-dire que si on peut se permettre de s'augmenter, c'est qu'on doit pouvoir augmenter tous les gens dans la boîte. Donc ça c'est très précieux. C'est un micro-détail, mais on a mis tout ça dans ce qu'on appelle une carte de contribution, où on a effectivement des contributions sociales, création d'emplois, formation des gens, ratio d'équité, des contributeurs environnementaux, évidemment, sourcing des produits, l'origine France, les productions responsables, etc., mais aussi les impacts carbone du transport, la quantité de CO2 par kilo transporté, qui nous amène à travailler au sein de l'association Fret 21 pour travailler avec les transporteurs pour réduire l'impact carbone sur le transport. C'est la revalorisation de tous les déchets sur la plateforme, puisque nous sommes un opérateur, donc on a une supply chain intégrée, donc c'est travailler sur tout ça. Et c'est aussi de faire en sorte que les collaborateurs aient envie de contribuer à la diminution de nos impacts. Et on a plein d'initiatives qui ont été prises par des préparateurs de commandes, donc ça veut dire qu'ils ont la liberté de prendre ces initiatives, de dire, tiens, les films plastiques, voilà ce qu'on peut en faire. Tiens, on a percé un sac de lentilles. Moi, j'ai trouvé une association qui récupère les produits pour de la nourriture animale, etc. etc. Et il y a plein d'initiatives qui sont prises par nos collaborateurs. Et ça, c'est un grand motif de satisfaction de voir qu'on peut embarquer aussi des gens qui peuvent, à travers l'ascenseur social, se retrouver sur des tâches qui ne sont pas les plus valorisantes, mais qui se sentent concernés par le projet. Et ça, c'est vachement chouette. Merci beaucoup, David. On en parle avec passion, hein, désolé. Jérôme, Radia, alors vous êtes associé au sein d'un cabinet de conseil en création de valeur. Comment ça se passe chez vos clients de manière plus large et du coup, pour faire un petit peu le lien avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure, en quoi la réglementation permet aussi d'initier un cercle vertueux au sein des entreprises ? Ouais, alors nous, je vais revenir un petit peu quand même sur les initiatives qu'on prend, parce que dans le jean, c'est 80% de la masse salariale, dans le conseil, c'est 100%. Hein, donc nous, on vend que des humains. Moi, je suis arrivé chez Oderis en 2017, on était 15. Aujourd'hui, on est 200. Donc on peut dire qu'on a eu un rythme assez effréné de croissance. Et sur cette route-là, on a quand même pris le temps d'être certifié Lucie 26000, qui est un label RSE. Je pense qu'on a été le premier cabinet de conseil à le faire. Donc ça a été important pour nous de positionner cette notion-là. On est un cabinet de conseil en finance, donc on n'est pas non plus sur des gens qui sont très très attentifs à ça, mais on a quand même souhaité le faire alors qu'on n'y était pas obligé par aucune réglementation, etc. Et chez nous, le S de ESG, il est avant tout de se dire comment est-ce qu'on intéresse nos collaborateurs à l'aventure qu'on essaie d'écrire. Et donc ça, on l'a fait au travers de partage de valeur, c'est-à-dire qu'on a distribué des actions gratuites, on a fait monter nos collaborateurs au capital et on essaie d'écrire une aventure dans laquelle c'est lisible pour eux de savoir comment est-ce qu'ils vont monter au capital. Puisque pour la petite histoire, Oderis, on est tous des anciens de grands cabinets, qui peuvent être Arthur Andersen, EY, etc., desquels on est parti à un moment donné, mais pas parce que notre métier ne nous plaisait plus, mais parce qu'on ne voyait pas où ça allait. Et on essaie de ne pas reproduire ces erreurs-là. Donc ça, c'est déjà un petit peu ce que
ce que nous, on a pu faire en interne sur ces notions-là, même si, encore une fois, effectivement, nos collaborateurs ne sont pas derrière des machines à coudre toute la journée, etc. Ils sont, on va dire, dans leurs conditions de travail relativement privilégiées. Maintenant, peut-être chez les clients, on peut commencer par ce que tu fais. Ouais, du coup, pour aller plus loin que ce qu'on peut faire en interne, donc moi, je suis arrivée il y a à peu près 1 an chez Oderis pour développer donc, cette offre pour servir plutôt nos clients, mais aussi énormément de choses encore à faire en interne, et on en parle avec beaucoup d'humilité aujourd'hui. Donc voilà, on fera en sorte d'aller encore plus loin. Moi, je voudrais revenir sur le point autour de la réglementation que vous avez évoqué, Capucine. En fait, moi, ça fait à peu près 10 ans que je travaille sur ces sujets-là. J'ai commencé dans le conseil, puis je suis passée en corporate, puis je suis revenue dans le conseil. Et j'ai un peu assisté, on va dire, voilà, à la montée en puissance de la réglementation sur ces sujets qui touchent à la fois les entreprises, mais aussi les fonds d'investissement qui sont aussi, nous, 70% de nos clients à peu près. Et en réalité, cette réglementation, elle a aussi ouvert un autre volet du S, qui est celui du sociétal, et qui est en fait celui de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, nous, que ce soit quand on fait de la due deal ou quand on accompagne sur de la CSRD, et je pense que les participants à la prochaine table ronde vont pouvoir en parler de manière plus précise, il y a cette notion de la chaîne de valeur qui a été apportée par la réglementation. On va revenir un peu au textile, mais il y a eu la catastrophe du Rana Plaza il y a quelques années, donc avec cet immeuble qui s'est écroulé au Pakistan, et qui du coup a impacté la loi française de manière assez forte, puisqu'il y a eu la loi sur le devoir de vigilance qui a été créée et qui a été lancée en 2017, donc qui concerne plutôt les grands groupes, mais qui aujourd'hui évolue pour passer au niveau européen avec une directive. Mais au-delà donc de cette loi très spécifique sur les droits humains dans la chaîne de valeur, toutes les réglementations dans leur évolution, que ce soit la DPEF, que ce soit aujourd'hui la CSRD qui va concerner certains d'entre vous, ne parlent plus uniquement des impacts directs, donc uniquement de l'interne, uniquement de l'humain, de l'environnement et des impacts directs, mais aussi de toute la chaîne de valeur, de comment est-ce qu'on les relations qu'on a avec nos fournisseurs, nos clients, nos différentes parties prenantes. Et en fait, le faire société, c'est pas uniquement le faire société en interne, mais c'est aussi le faire société de manière plus écosystémique, puisque c'est un sujet en fait qui ne peut pas se limiter juste aux impacts directs d'une entreprise. Et de manière très concrète, nous on le voit quand on travaille pour nos clients dans le cadre de due deal par exemple. On commence à avoir une demande assez particulière à la fois en due deal quand on est côté acheteur ou vendeur, qui est: est-ce que vous pouvez faire des entretiens avec les salariés de l'entreprise, mais aussi des parties prenantes, les clients, les fournisseurs, potentiellement les investisseurs sortants, etc., pour venir capter en fait le faire société, pas uniquement dans la société et pas uniquement sur la documentation, mais aussi aller vraiment plus loin dans ces analyses-là et intégrer un spectre plus large de parties prenantes. Et je pense vraiment que la CSRD, c'est un sujet assez important avec un ESRS dédié sur la chaîne de valeur. Voilà, donc c'était juste pour sortir un peu du S humain et le rebasculer un peu sur la partie plutôt sociétale. Merci beaucoup. Au regard de tout ce que vous dites, comment est-ce que, à votre avis, le faire société peut réussir à créer de la performance ? Quel lien vous arrivez à faire entre durabilité, performance et business ? Moi, je dirais déjà que l'entreprise, c'est déjà faire société, en fait, appartenir à une entreprise. Et pour les dirigeants, c'est très important. Le premier S, en fait, c'est employer, c'est garder l'emploi dans la mesure du possible. Et les personnes d'une certaine génération, quand on leur parle ESG, ils disent attendez, moi, j'emploie sur ma zone régionale plein de salariés, de génération en génération, et c'est ça qui est important. Donc, la génération du dessus était quand même assez liée à se faire société à travers une communauté. Aujourd'hui, si on parle CSRD, si on parle en fait valeur de l'inclusion, de la diversité, des droits humains, tout ce que comporte la liste d'indicateurs de la CSRD, qu'est-ce que ça produit dans une entreprise ? Ça produit de la confiance. Ça produit de la confiance entre salariés et dirigeants, entre entreprises et fournisseurs, clients, pouvoirs publics, etc. Et on sait que la confiance, c'est un des plus gros facteurs de la performance et donc du business. Donc je pense que ce S est complètement gagnant pour le business. Merci beaucoup, Émilie. Et
question peut-être à tous. Comment s'organise la gouvernance justement pour valoriser ce virage S? Et peut-être spécifiquement d'ailleurs, Émilie, quel rôle peut jouer l'administrateur indépendant à l'heure d'une exigence toujours plus forte autour de ce volet? C'est vrai qu'on se souvient un peu de ce que Fabrice a dit, et je dirais que la gouvernance apporte à plein de niveaux, et l'administrateur indépendant peut apporter à plein de niveaux à des dirigeants de PME et de TI pour se transformer. Et ce qu'il a dit, c'est que cette transformation, elle est assez radicale et qu'on en est loin, loin, loin. Donc le premier élément, et c'est ce que j'ai fait moi en tant qu'administrateur, c'est de vérifier que l'entreprise a travaillé sur sa mission, sa raison d'être. En fait, généralement, on dit en fait, qu'est-ce qu'on apporte au monde? Mais Fabrice a rajouté, et je garde la question, qu'est-ce qu'on ne pourrait ne pas apporter au monde? Ça, c'est tout à fait nouveau. Et ça, c'est évidemment une question qu'on va se poser en conseil très vite. Et vous le disiez aussi en introduction, quelles activités on pourrait arrêter, quelles activités on pourrait développer. Donc le sens, la raison d'être, à la fois donc ce travail qui va être fait en interne avec les salariés, en externe avec les parties prenantes, et qui vont donner du sens à notre action et qui vont limiter nos effets négatifs en fait. Donc ça c'est à la fois S et E. Ça c'est le premier niveau qu'apporte l'administrateur. Le deuxième niveau, ça va être la composition du conseil. Alors ici, on est dans une association APIA, administrateurs indépendants, on est tous dirigeants. Et c'est vraiment important de vérifier au niveau du conseil que vous avez bien les deux dimensions, pensée, sentiment et valeur. Là, je me réfère au côté profil de personnalité. Mais, ou comme disait Fabrice, est-ce qu'on a un représentant de la Terre, un représentant de la société à notre conseil ? Et qui s'en charge? Donc l'idée, c'est de trouver dans la composition du conseil autant des personnes qui regardent le bottom line et le profit que qu'est-ce qu'on est en train de prendre au capital nature et qu'est-ce qu'on va redonner à la nature et à la société. Donc ça, c'est la composition du conseil. Après, je dirais qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc, il y a des lois en France pour s'assurer de l'égalité des chances dans l'entreprise. Et il y a des lois pour s'assurer de l'égalité des chances au Conseil, la loi Copé-Zimmermann, et dans les CODIR, la loi Rixain. Donc, je vous rappelle, 40% de femmes dans les conseils et 30% dans les CODIR à horizon 2026. Ça, c'est pour les grosses boîtes. Mais c'est une ligne d'horizon qui est importante. Et si on est exemplaire dans la direction de l'entreprise, ça sera d'autant plus facile de préserver cette égalité des chances au niveau des salariés et aussi vis-à-vis de nos parties prenantes. Et puis je dirais que le quatrième élément de cette gouvernance, c'est qu'on a déjà des administrateurs en place, que tout le monde et des dirigeants qui ne sont pas tous formés à la RSE ou à l'ESG. Donc il y a cette dimension de, aujourd'hui, se former, écouter, regarder ce qui se fait à côté, comprendre vraiment les enjeux et s'en convaincre. Parce que, comme disait Fabrice Bonifay, on nous le répète depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, rien n'a bougé. Donc, qu'est-ce qui va faire que cette prise de conscience va se faire aussi bien chez les administrateurs que les dirigeants? Et pour ça, c'est aussi des petites formations que vous pouvez faire, la fresque du climat, c'est l'atelier d'automne, c'est The Week qu'on a fait, nous, entre administrateurs. C'est plein de choses qui vont faire que aussi, en tant qu'administrateur, on sera exemplaire sur ces sujets d'ESG. Julien, je crois que vous souhaitez réagir. Non, excusez, mais je vais mettre ça sous couvert de la naïveté d'un jeune entrepreneur. Hein. Je suis toujours hyper étonné par cette nécessité d'apporter de la contrainte législative à la vision que l'on doit avoir, nous, les dirigeants de nos boîtes. C'est toujours un peu la sensation de ce que j'appelle le syndrome du bilan RSE. C'est-à-dire que le bilan RSE, personne n'en faisait il y a 10 ans, mais là, il faut absolument faire un bilan RSE. Même si on est nul en RSE, on fait un bilan RSE. Et à la fin, tous les bilans RSE sont hyper beaux. On est d'accord, c'est hyper beau.
Et je pense que le propre, on pourrait revoir et philosopher sur la définition d'un dirigeant. Un dirigeant, c'est diriger, c'est surtout voir. J'ai presque envie de dire qu'un dirigeant qui aujourd'hui subit la pression législative, il est déjà presque en retard. Si on n'a pas anticipé de se dire que demain, on ne peut pas faire société, au sens et société civile et société financière, en n'ayant pas intégré la valeur humaine, mais alors déjà, on a 8 ans de retard, quoi. Et c'est ça qui est frustrant. Et je pense qu'il faut faire très, très attention, à mon sens, à ne pas amener un énième feuille dans le millefeuille de l'espèce de l'obligation du bon dirigeant qui va bien. Ah oui, mais je suis conforme à la CRSE. Si en fait, au fond de nous, le dirigeant, il n'est pas... moi, je me dis toujours, c'est aussi une réflexion sur les bons managers. Si on n'est pas... Aujourd'hui, je pense que la France souffre d'un fait qu'il y a des postes de managers ou de dirigeants, des gens qui n'ont rien à foutre là parce qu'ils n'aiment pas l'humain. On nous force, finalement, le système d'évolution salariale en France, c'est pour grandir et pour avoir le plus beau profil LinkedIn, en fait, il faut gérer un maximum de personnes. Sauf que, est-ce qu'on veut vraiment gérer un maximum de personnes? Est-ce qu'on sait? Et je me plais toujours à dire, il y a des experts, je pense qu'il y a une pleine salle d'experts, et il y a vraiment des gens qui font société. Les deux ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est un peu difficile. C'est pour ça que on peut déballer tout l'attirail législatif. Si au fond, le dirigeant et la société, la structuration ne se posent pas la question en disant est-ce qu'on a vraiment envie de faire société avec nos salariés? Est-ce que c'est juste pas pour mettre un coup de vernis sur le bilan RSE? Et je pense que c'est la première des questions qu'il faut se poser. Jérôme Radia, je crois que vous souhaitez réagir. Ouais. Non, mais simplement une observation, parce que moi, je suis assez d'accord avec ça. On se parle de bon sens, en fait. Finalement, on se parle évidemment de bon sens. Après, si je prends un exemple, la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité, on peut tous se dire que c'est juste du bon sens de la mettre, en fait. On a eu des incitations, on a eu du pilotage, etc. Et puis, quand on a commencé à mettre des amendes, finalement, à la fin, tout le monde l'a mis. Et puis, aujourd'hui, on a beaucoup moins de morts sur les routes. Je pourrais prendre l'exemple des radars automatiques, etc. Donc, moi, je pense qu'il faut des inspirateurs, comme vous, des pionniers, des précurseurs. Après, pour embarquer l'ensemble de la société, et c'est que en embarquant tout le monde qu'on fera vraiment évoluer les choses, finalement se baser sur de la loi qui peut être faite intelligemment, on parlera de CSRD, etc., je pense que ça doit servir d'accélérateur au fait que ça se diffuse de façon encore plus large. Et je pense que combiner des discours ultra inspirants et des exemples précurseurs comme le tien à finalement un cadre législatif qui s'en inspire, en fait, et qui va te dire, à ton niveau, maintenant, tu n'as plus le choix, en fait. Mais qu'est-ce que ça doit être dur, en fait, de subir? Oui, mais parfois, on subit au début et après, on évolue aussi beaucoup sur ces sujets-là. Moi, j'ai rencontré des chefs d'entreprise il y a 10 ans qui sont toujours à leur poste, qui ont pris ces sujets-là et qui ont beaucoup, beaucoup évolué dessus parce qu'ils ont été obligés de le faire. Pour information, sur la DPF ou sur la CSRD, les sanctions, elles sont quasi inexistantes. Il n'y a quasiment pas de sanctions. C'est 20 000 € qui est le moins... beaucoup moins cher que le coût d'un accompagnement d'un cabinet pour être conforme à la CSRD. Voilà. Donc c'est même pas la sanction financière en fait qui va porter la volonté d'un dirigeant et de ses équipes vers ces sujets-là. C'est en fait encore une fois la pression de l'écosystème et des parties prenantes autour. Et vous, vos fournisseurs, du coup, j'imagine que vous les accompagnez aussi sur ces sujets-là. Et c'est parce que vous le faites qu'eux évoluent aussi, parce qu'ils sont peut-être un peu obligés. Et s'ils ne l'étaient pas, ils l'auraient peut-être pas fait. Ou peut-être que vous les choisissez. On avait cette discussion avec Julien avant la table ronde. Moi, malheureusement, un peu en vieux singe, je m'aperçois quand même que le changement vient de la contrainte, à grande échelle. Parce qu'effectivement, nous, à notre niveau, on essaye de faire le bien. Encore une fois, on est des colibris. On a intégré ça dans notre paramétrage de dirigeants. Maintenant, la réalité des faits, et moi, je le vois vis-à-vis des consommateurs, les consommateurs, ils vont quand même vers ce qu'il y a le plus simple. Et quand on leur propose aujourd'hui le même produit proche de chez eux, pas cher, suremballé, ils vont peut-être aller plutôt là parce que c'est plus simple que de faire 2 kilomètres et de trouver un produit où ils vont venir avec leur propre contenant, etc. etc. Donc, je pense malheureusement, j'ai perdu de ma naïveté, mais ça c'est lié à mon grand âge, cher Julien, d'entrepreneur un peu plus ridé et cicatrisé. C'est que je m'aperçois quand même que pour que le changement soit opéré, il faut 3 acteurs. Il faut les associations, les ONG, les lanceurs d'alerte, première chose. Et ils sont dans leur rôle et ils sont militants. Et ils doivent pousser très très loin le curseur, à mon sens, parfois même jusqu'à une action considérée comme du terrorisme.
Entendez ce que vous voulez. La deuxième chose, c'est qu'il faut effectivement des lois, et donc il faut l'administration pour ça, pour fixer un cadre, parce que sinon on reproduit éternellement les mêmes modèles, et c'est le rôle du politique. Et il faut des entreprises capables de proposer des solutions concrètes aux consommateurs, aux utilisateurs, etc., etc. Et je pense que ça ne peut marcher que s'il y a ces trois acteurs. Une entreprise seule ne peut pas changer le monde. Pardon, et tu sais à quel point je suis admiratif de ta démarche et je la soutiens, mais je pense qu'hélas, sans contrainte, il n'y a pas de changement. Oui, donc en tant qu'administrateur, en fait, on peut avoir des dirigeants complètement inspirés, comme vous, porteurs du sens et porteurs du long terme, porteurs de la réduction de déchets, de la consommation durable. Donc déjà, vous portez en vous cette raison d'être, elle est native. Donc en fait, l'administrateur, il va être là pour vous soutenir en fait, dans votre développement, pour vous permettre d'aller plus loin, pour vous apporter des expériences différentes, des visions différentes, des angles de vue, peut-être sur des points que vous n'avez pas. Et à contrario, si un administrateur arrive dans une entreprise qui est moins native sur le plan RSE, effectivement, il va combiner, c'est ce que je disais tout à l'heure, le travail sur pourquoi on fait les choses et pourquoi on ne les fait pas, avec en quoi la loi nous y incite. Parce que ce n'est pas qu'une contrainte, en fait. C'est exactement ce que vous dites, sauf que c'est l'appliquer d'une manière méthodique pour les entreprises. Non, mais alors, je me mets de la salade d'eau. Du coup, j'avais rien contre l'accompagnement. Non, c'était juste par rapport à cette histoire, évidemment, de contraintes. Mais aujourd'hui, et Fabrice l'a un peu dit en introduction, le problème, c'est que je pense qu'il faut vraiment raisonner sur un alignement complet. Et là où je trouve qu'aujourd'hui, c'est hyper difficile, c'est qu'on est un peu dans une espèce de bipolarité. On est tous conscients qu'il faut qu'on change fondamentalement les modèles. Et on a un peu l'image souvent que j'utilise, on essaie de faire entrer un carré dans un rond, là, en ce moment. Et c'est ça qui est assez difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on peut se permettre de faire ça, les trois piliers que tu dis, et je bois tes propos, on a fait le choix, et un choix dur, de vendre beaucoup moins. Donc on a fait ce choix de premier alignement, c'est de dire... Et c'est pour ça que c'est toujours, je trouve que la profonde transition pour le S, c'est une histoire de calibrage. On ne peut pas pousser un curseur très fort en disant on va être les cadors de la RSE. Si on est cadors de la RSE, c'est qu'à un moment donné, ça va coûter soit plus cher, soit qu'on va moins produire. Si ça coûte soit plus cher, soit qu'on produit moins, c'est qu'on va changer notre modèle de vente. Si on change notre modèle de vente, on va changer notre modèle de communication. Si on change notre modèle de communication, on va changer le rapport qu'on a avec nos gens. Et en fait, moi je trouve là où c'est passionnant, là où on est dirigeant plutôt libre, indépendant, mais là où c'est dur, c'est que dans ces histoires de transition, qu'elles soient S, qu'elles soient E, qu'elles soient G, qu'elles soient ce que vous voulez, c'est que, et c'est là où le regard un peu externe d'un administrateur peut être super, c'est toute une histoire de bon calibrage. Et c'est là où je pense que souvent, c'est difficile parce qu'on ne prend que le S. On se dit, ah, c'est une petite partie du gâteau, en fait. Mais non, parce que toutes les parts sont liées. Et c'est là où je pense que vous avez un rôle qui est magistralement important. C'est de prendre nos têtes, les lever, faire des tours à 360 et en disant, en fait, c'est tout ça, le problème. Merci beaucoup, Julien. Et merci à tous pour ces partages. Je trouve que ça conclut bien cette table ronde. Et ce sujet est tellement riche que je vous propose de l'ouvrir à la salle pour que vous puissiez aussi peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit et poser vos éventuelles questions. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques dans la salle sur ce qui vient d'être dit ? Ah, monsieur là-bas ? Il y en a là aussi. Et il y en a là aussi. Alors, on va vous passer des micros. Hein. Bonjour, Laurent Allard, membre APIA. J'ai une question pour Julien Tuffry. Qu'en pensent vos parents et vos grands-parents ? En fait, pour mener une transformation comme celle que vous menez dans une entreprise familiale, 4e génération, etc., il y a aussi un poids de l'histoire qui pèse, une manière dont on faisait les choses jusqu'à présent, une mise en jeu peut-être aussi d'une histoire familiale et un risque pris sur le patrimoine, etc., etc., etc. Une responsabilité vis-à-vis des salariés aussi. Hein. Si je mets en jeu l'entreprise, je mets en jeu les emplois, etc., etc. Bon, à vous. Et tout ça en 20 secondes. Moi, ça va être très facile. Il y a une première réponse, c'est que le rêve de mon père, c'était que je ne fasse surtout pas ça.
Donc cette entreprise en fait devait disparaître. Il y a encore une fois, il y a 15 ans, qui parlait de Made in France, qui parlait de RSE, qui parlait de circuit court, qui parlait d'une mode qui n'abîme pas la planète, qui parlait d'une mode qui respecte l'individu. Personne, même je pense que vous qui avez quand même un temps d'avance, vous n'en parliez même pas. Donc moi je suis né en 86, en 2000 j'ai 14 ans. Pas de bol, j'étais plutôt très bon élève à l'école. Donc le rêve de mon père, artisan, qui en a un peu chié avec son histoire de pantalon Made in France, c'était que son fiston ne fasse surtout pas ça. Donc j'ai pris une grande passion pour le métier d'ingénieur. Enfin, moi j'étais profondément passionné par les enjeux écologiques, la gestion de l'eau. Donc j'ai fait un début de carrière cadre sup dans une petite entreprise qui s'appelle Veolia. Et du coup, le but, c'était cette boîte en fait devait disparaître. Il ne devait pas y avoir de 4e génération. Donc la grosse chance que j'ai eue, c'est qu'avec mon épouse, qui a le même profil, on a récupéré une boîte qui avait perdu son inertie. Donc on a pu faire ça en disant c'est pas là qu'il faut aller parce que ce modèle-là, il est fini. Chut, on l'arrête et on part là. Avec tous les enjeux, la difficulté que ça a été de faire ça. Enfin, Juliette, qui a une maison sur le territoire, elle sait ce qu'on a transformé en 10 ans. Elle pourra en attester, parce que vous dire ça sur un amphi, c'est trop dur. Venez à la manufacture, venez voir tout ce qu'on a fait. Donc, mon père, on l'a beaucoup empêché de dormir pendant très longtemps, parce que reprendre cette boîte, qui pour lui avait été un sacerdoce, a été difficile. Donc, nous, de l'héritage, on n'a pris que le meilleur, c'est-à-dire le super savoir-faire, la supervision. Et ensuite, on a tout rebattu pour dire, cette boîte-là, elle sera géniale dans 30 ans. Moi, mon côté passeur du temps, je sais, on en parlait ce matin au café. Aujourd'hui, c'est dur, hein, c'est pour résumer, je pense, un peu l'impact que ça engage pour les dirigeants. On sait aujourd'hui, avec mon épouse Myriam, qu'on est en train de planter des arbres dont nous, on n'en mangera pas les fruits. C'est clair qu'on l'a construit pour les générations d'après. Mais tout simplement, ce n'est pas que de l'altruisme, c'est juste qu'en fait, on ne peut pas faire autrement. On repense des filières textiles entières en France. Ça prendra des décennies. Technicien machine à coudre industriel. Vous en connaissez beaucoup dans votre entourage qui recherchent un job. Tailleur, confectionneur de jeans. La France en produit plus depuis 40 ans. Donc en fait, on est engagé sur le temps long. Et c'est pour ça, quand je parlais d'alignement et de conviction, on ne peut pas avoir cette mission et cette mission familiale en disant on va briller demain à grands coups d'Instagram. C'est pas vrai. Ou alors c'est juste pour faire plaisir au plateau télé et aux réseaux sociaux. Donc du coup, non, la famille est plutôt fière. Et avec tout l'emmerdement, on a parlé que ça sera, si jamais il n'y a pas de suite... Ah, merde, on aurait mieux fait d'accepter les gros chèques des maisons de luxe qui nous sont tendus tous les jours. Affaire à suivre, rendez-vous dans 30 ans, on refera la conférence. Merci. Ah, ouais. D'autres questions? Ah, une question par ici, monsieur. Oui, bonjour, Bernard Ox. Moi, je suis à la fois entrepreneur et investisseur au sein d'un fonds, donc utile et embêtant parfois. Et en tant qu'entrepreneur, j'ai choisi de subir un processus Bicorp. Et je voulais savoir qui ici a déjà passé un processus de certification Bicorp. C'est une question pour les intervenants ou pour toute la salle? Pour tous ceux qui veulent y répondre. J'ai vu une main. Ah, oui, une main. 2 mains. Bon, et ben, ce sera l'objet d'une discussion à la pause café, du coup. Et donc, par rapport au social, donc, alors je suis désolé, mais... Pardon? C'est le renouvellement. Non, bien sûr. Bien sûr. Mais je voulais vous interpeller la salle sur le référentiel Bicorp, qui est très populaire, très bien marketé, et qui aujourd'hui, en fait, diffuse le référentiel social américain. Donc, je voudrais savoir ce que ça vous inspire et comment vous allez évoluer dans ce cadre-là pour bien traiter vos salariés, en sachant que quand vous certifiez Bicorp, par exemple, dire que vous avez une mutuelle d'entreprise, ça vous vaut des points, alors que c'est une obligation légale ici, tout bonnement. En fait, ce que j'entends dans votre remarque, c'est que vous estimez que Bicorp est peut-être pas très bien adapté au modèle français ? Au modèle européen, ok. Moi, je vous conseille quand même d'étudier le modèle de la société à mission, qui est plutôt intéressant. Exactement. Oui, il y a la loi Pacte. J'ai fait les deux, mais la société à mission, c'est beaucoup plus facile que Bicorp, à mon sens, même si ça revenait pour nous juste à formaliser ce qu'on avait déjà fait en pratique. Mais tout le monde est plein de Bicorp, à commencer par des Danone, des gens comme ça, qui en font la promotion, et il faut qu'on s'interroge peut-être. Alors, je crois qu'il y a une autre question en milieu de salle. Oui, monsieur. Jean-François Labbé, Appia. Une question à Jérôme. Quels outils vous envisagez ou vous avez utilisés pour associer les personnes au capital ? Vous avez parlé de ce projet.
Oui, bah, en fait, déjà, c'est de la perspective en leur donnant des objectifs et de la visibilité, surtout, parce que dans le monde du conseil, souvent, on est, l'objectif, c'est d'être senior 1, passer senior 2, passer senior 3. Et ensuite, on a fait une holding où on a mis les managers qui peuvent souscrire au capital dans une certaine proportion. Leur choix aussi, on leur a laissé le choix en leur donnant la possibilité d'investir entre X et X, ce qui aussi doit traduire pour eux un acte, une volonté de s'investir à plus long terme à nos côtés, mais du coup, de faire partie pleinement de la prise de valeur d'Oderis, Qui prend beaucoup de valeur. Voilà. D'accord. Non, mais pardon, ma question est un peu plus précise sur les outils. C'est des actions gratuites. Ils payent les actions. Vous avez un cours interne. C'est quoi l'outil? C'est ça, c'est des actions gratuites. Ah, vous donnez des actions gratuites. Ouais. OK. Donc, vous émettez des actions. Vous augmentez le capital. C'est ça. Il y a une autre question, monsieur? Oui, bonjour, Pascal Agent, je suis aussi administrateur et membre d'Apia et Business Angel, et je pense que c'est une question pour Julien. Les prochaines étapes pour le futur, c'est quoi? Parce qu'il y a le S, c'est bien pour social, mais en termes de développement et de croissance rentable, vous avez d'autres étapes déjà inscrites en termes de développement, d'association pas? Alors, enfin, rentable, on l'est. C'est-à-dire que les belles histoires, c'est sympa sur un amphi, mais ça ne remplit pas le frigo quand même. C'est clair. Donc, rentable, on l'est, et heureusement qu'on l'est. On a fait ce choix de rester 100% en capital familial, donc mon épouse et moi. Alors voilà, je jette le pavé dans la mare. Mais c'est peut-être pour ça qu'on m'a demandé de venir aussi. J'ai rien trouvé de suffisamment consistant dans l'accompagnement financier pour être en adéquation avec ce temps si long, de la nécessité d'avoir le temps long. Voilà, là aussi, je vous pose ça, je n'ai pas la réponse. La suite, c'est exactement cette question, on nous la pose souvent parce qu'on est. Vous savez combien il se vend de jeans en France par an? Je ne parle que du jean, donc je ne parle même pas de cette veste. Il se vend en France, ça va dépendre des années. Bon, là, le prêt-à-porter se porte très mal, donc c'est plutôt fourchette basse. Mais il se vend entre 70 et 90 millions de jeans en France. Je ne parle pas de ça, je ne parle pas du chinois en jean, du jean. L'an dernier, tout compris, on a. D'ailleurs, il faudrait y penser. Bon, bref. Tout compris, l'an dernier, on a vendu 50 000 pièces. Tout compris. Donc, vous voyez, on est la micro-goutte dans l'océan. Donc, comment on répond efficacement à ces transitions sociétales? C'est exactement le gros sujet du moment sur le regard sur la croissance. Encore une fois, dans mon monde, quand vous payez une manufacture, que vous la payez parce qu'on a mis énormément d'investissement dans la manufacture, parce qu'elle est belle, parce qu'elle n'en a rien à envier à les super open space de codeurs informatiques, en fait, ça on en reparlera. En gros, quand vous construisez un toit, le mieux c'est d'y mettre le maximum de personnes. Idéalement, vous faites des 2,8 et des 3,8, comme ça le toit il coûte le même prix pour finalement un rapport de productivité qui va être tout autre. Ce modèle-là, je n'y crois pas du tout. Donc nous, dans le modèle de croissance, ce qu'on a fait depuis 10 ans, et c'est pour ça qu'on prend le temps de faire les choses, c'est qu'on a tout reprocessisé. Étant donné que, comme je disais à monsieur tout à l'heure, on est parti quasiment à zéro, on a tout reprocessisé. Et moi, je crois, la logique dans notre métier, elle est très industrielle. Il faut faire des manufactures de 400 personnes. C'est à peu près un seuil super rentable pour le textile. Je n'y crois pas du tout. Par contre, je crois énormément, plutôt que d'en faire une de 400, je crois énormément à 10 de 40. Agile, flexible, humain, polyvalent, réparti sur les territoires. Et ça, j'y crois beaucoup. Par contre, encore une fois, ça mettra du temps. Et donc, le sujet à la croissance, il sera ça. En tout cas, c'est dur, mais aujourd'hui, on s'impose quelque chose, c'est qu'il n'y a aucune croissance qui ne se fera de manière tangible, avec des indicateurs, des vrais KPIs humains. Il n'y a aucune croissance qui se fera s'il y a le risque, un tant soit peu, d'abîmer le modèle social de l'entreprise. Tant pis. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas rendre de compte à personne dans le board pour se dire, voilà, c'est ça notre trajectoire. Pour compléter par rapport au modèle du textile, on ne peut que se souvenir du modèle de Patagonia, que j'imagine vous connaissez, qui est de faire le vêtement le plus durable possible, de récupérer le vêtement, de lui redonner une autre vie, etc., etc. Est-ce que de ce côté-là, c'est aussi une vision que vous partagez? Ben oui, alors nous, bon, déjà, on est fabricant, nous, c'est-à-dire qu'on a toute la chaîne de valeur intégrée. C'est-à-dire que déjà, chez nous, les fonds de rouleau, ça n'existe pas. Ce qui est la majorité du gaspillage mondial de la mode. Quand une boîte européenne fait fabriquer à l'autre bout de la planète 400 000 pantalons, il faudra à peu près 550 000 mètres de toile. OK, c'est jamais ça. Donc, ressources inutilisées à la base. Nous, on fabrique, on coupe au même endroit.
Donc, zéro gaspillage. Toutes nos chutes, on les valorise. D'ailleurs, si vous construisez une maison, je vous conseille de le faire. Ça part chez un isolant qui s'appelle le Métis. On fait ça dans le nord de la France avec Emmaüs, là, c'est super. Ensuite, évidemment, plateforme de seconde main et réparation. Et vous voyez, j'ai même du mal à en parler en disant c'est une innovation. Mon père, qui a du haut de ses tout jeunes 76 ans, ça fait à peu près 64 ans qu'il répare des pantalons. Mais aujourd'hui, c'est une super innovation. Super! Mais tant mieux. Ça devient hyper hype de réparer ses vêtements. Donc c'est pareil, de toute façon, pour répondre un peu à Fabrice en introduction, dans le monde du textile, ce qui va se passer, enfin ce qu'il faudrait que ça se passe, c'est petit 1, réduire la conso. Tous les jours, on dit à nos clients, punaise, mais achetez moins. Regardez, on a une plateforme de seconde main qui cartonne, où soit nous, on met des produits avec ce qu'on appelle les parfaits et imparfaits, soit les clients mettent des produits à eux qui ne mettent plus. Donc, vous voyez le modèle économique qui, depuis 60 ans, dit acheter plus. Tous les jours, on dit à nos clients, achetez moins, achetez mieux. Nous réparons. Donc, même si mon jean il coûte 139 balles, qui est à peu près 20 fois plus cher qu'un jean sur une célèbre plateforme chinoise que vous connaissez toutes et tous, ben, si vous le gardez 10 ans, en fait, ça fait que 13 € de jean par an. C'est largement moins cher que 3 merdes à 7 €. Excusez-moi, je suis obligé de le dire comme ça. Merci. Donc c'est ça, et c'est toutes ces consciences qu'il faut éveiller. Donc oui, la réparation, quel bon sens. Réparons nos produits. Merci beaucoup. Je vois que le temps file. Alors je vous propose de garder les autres questions s'il y en a pour la pause café networking qui va avoir lieu tout de suite. Donc merci à tous nos intervenants et reprise de la conférence à 11h05. Merci à tous.